Voilà, c'est l'heure de Territoire Sénat, l'actualité politique et parlementaire. Avec vous, Saveria, bonjour, et les titres de cette actualité ce matin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Les Gilets jaunes vont-ils paralyser la France demain? Les forces de l'ordre s'inquiètent de la multiplication des appels à bloquer les routes. Le gouvernement, lui, cherche la parade face à cette grande mobilisation. Pour l'opposition, un seul responsable à cette colère, Emmanuel Macron. La suite de l'examen du budget de la sécurité sociale, les sénateurs ont voté une hausse de 40% de la contribution des mutuelles pour l'année prochaine, inacceptable pour le gouvernement qui compte bien supprimer cette mesure lors du retour du texte à l'Assemblée. Et enfin, le malaise des maires à quelques jours de leur congrès. Une étude du Cevipof montre que la moitié d'entre eux ne comptent pas se représenter lors des prochaines élections municipales. Les causes sont multiples, on en parle dans cette édition. Je vous le disais en titre, la suite de l'examen du budget de la sécurité sociale, les sénateurs ont voté une hausse de 40% de la contribution des mutuelles pour l'année prochaine, inacceptable pour le gouvernement qui compte bien supprimer cette mesure lors du retour du texte à l'Assemblée nationale. Marie Brémond. C'est sous de bons auspices que la majorité de droite et du centre au Sénat a accueilli le projet de loi de finances de la sécurité sociale 2019. Avec en premier lieu l'exonération des cotisations sur les heures supplémentaires pour les salariés du privé comme du public, censé améliorer le pouvoir d'achat. Autre point clé adopté après quelques modifications, la transformation du crédit impôt compétitivité emploi en réduction de cotisations sociales pour les employeurs. Un dispositif favorable aux entreprises. Mais le Sénat a aussi marqué plus clairement le texte de son empreinte, en votant notamment la hausse de 40% de la contribution exceptionnelle des mutuelles pour l'année 2019. Cette hausse représente un coût de plus d'1 milliard d'euros pour les complémentaires, insoutenable pour le gouvernement, mais la Haute Assemblée persiste et signe. Quand on sait aussi qu'il y a 20 à 25% suivant le cas de frais de gestion, moi j'en appelle, c'est one shot quand même la proposition que nous faisons, j'en appelle effectivement à l'engagement citoyen responsable de ces organismes. Mais ce que l'on retient de l'examen de ce texte, ce sont les nombreux dossiers liés plus spécifiquement au territoire et sur lesquels les sénateurs sont montés au créneau. Sur l'exonération des travailleurs saisonniers, l'embauche des pompiers volontaires ou encore la taxation du rhum. À la clé, de véritables passes d'armes. La France a protégé sa production viticole, son vin, et l'a taxé très faiblement, pour des raisons que l'on comprend, et j'ai du respect pour cette profession. La France, c'est le vin, nous, dans nos pays, c'est le rhum. Le vote solennel sur l'ensemble du texte aura lieu mardi prochain. Et bien sûr, dans l'actualité, la colère des Gilets jaunes à la veille de la grande manifestation de samedi. L'opposition cible un seul responsable, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui récolte ce qu'il a semé, selon Gérard Larcher, le président du Sénat, s'est adressé hier au territoire. Il juge que le mea culpa du chef de l'État n'est pas suffisant. Aurélien Romano. Cette conférence de presse tournée vers les territoires a été largement consacrée aux commentaires de l'interview présidentielle. Emmanuel Macron a fait un mea culpa hier, affirmant n'avoir pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Un mea culpa salué par Gérard Larcher qui affirme néanmoins que le président a une lourde responsabilité dans ce constat. C'est vrai que la relation entre le président de la République et les Français s'est singulièrement dégradée. Ne croyez pas que ça me réjouit. Quelque part, la dégradation de cette confiance nous ouvre à des tentations populistes. Et que cette tentation, elle pourra avoir une traduction au printemps dans le cadre des élections européennes. Mais le président de la République récolte en ce moment ce qu'il a semé. Le président du Sénat reproche régulièrement la méthode trop directe du président de la République qui néglige les corps intermédiaires. Le président de la République, il doit, avec les élus, avec les syndicats, avec les organisations professionnelles. On voit bien que les organisations professionnelles comme syndicales sur, par exemple, la réforme de l'assurance chômage, se disent mais est-ce que ça vaut le coup qu'on négocie parce qu'il paraît que tout est écrit. Puis Gérard Larcher met en garde Emmanuel Macron face à ce qu'il appelle une jacquerie. Il ne participera pas au mouvement du 17 novembre, mais il réaffirme la position du Sénat sur la hausse des taxes. Ma place, c'est de veiller à ce qu'on reprenne la proposition du Sénat et donc à suspendre
les 2,8 milliards de taxation en plus qui pèseraient en 2019. Et je rappelle que cette taxation aujourd'hui n'augmente nullement les crédits de transition écologique. Cette taxe sur les carburants qui ne serait pas fléchée vers la transition énergétique, c'est la critique récurrente des opposants au rééquilibrage de la fiscalité du diesel au même niveau que celle de l'essence. La colère des Marseillais 10 jours après l'effondrement meurtrier de 2 immeubles en plein Marseille face à l'incurie de la mairie. L'exaspération de la population ne faiblit pas. Bruno Gilles, candidat à la succession de Jean-Claude Gaudin, en appelle à l'État pour un véritable plan Marshall pour la ville, mais il a dit. Des échauffourées et un maire, Jean-Claude Gaudin, clairement désigné comme ennemi public numéro 1. À Marseille, la colère est montée de plusieurs crans pour la seconde mobilisation contre l'habitat indigne, plus d'une semaine et demie après les effondrements meurtriers d'immeubles. Face à l'urgence, c'est un plan Marshall que réclame le sénateur des Bouches-du-Rhône, Bruno Gilles. Selon lui, c'est d'abord le désengagement de l'État auprès des collectivités territoriales qui est à pointer du doigt et non la municipalité de Marseille. Vous savez très bien tout ce qu'on reproche à l'État, c'est ce désengagement, d'être trop loin. Donc là, finalement, cette main tendue, cet appel, ça serait la possibilité pour l'État de dire, ben voilà, moi je vais y aller dans ce plan Marshall à Marseille, parce que c'est la deuxième ville, parce qu'elle en a besoin. Et en même temps, je montre que l'État, le gouvernement, peut travailler avec les collectivités quand elles en ont besoin. Parmi les mesures demandées dans ce plan Marshall, le regroupement des services dédiés à l'habitat indigne, une application plus sévère de la loi du permis à louer contre les bailleurs privés qui offrent des logements insalubres ou encore le recours à la police municipale pour signaler les logements non conformes. Ces propositions sont soutenues par la sénatrice Samia Ghali qui, il y a quelques jours, plaidait déjà pour des mesures fortes lors des questions au gouvernement. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de décréter un état d'urgence sanitaire et social de lutte contre l'habitat indigne pour Marseille. À Marseille, le logement insalubre concerne 40 000 logements. Et aussi dans l'actualité, à quelques jours de leur congrès, c'est la colère des maires, Saveria. Une étude du Cevipof montre que la moitié d'entre eux ne comptent pas se représenter lors des prochaines élections municipales. Les causes sont multiples, les explications de Quentin Calmet. Y a-t-il en France une crise de vocation des maires? C'est ce qu'indique l'étude du Centre de recherche de Sciences Po publiée hier, le Cevipof, qui a recueilli les témoignages de 4657 édiles en France, soit 13% du nombre total de maires. Et le constat est morose, un maire sur 2 dit vouloir abandonner tout mandat électif en 2020, un chiffre en hausse par rapport à la dernière étude réalisée. Parmi les principales causes énoncées par les maires pour expliquer leurs décisions, une très large majorité cite d'abord leur souhait de privilégier leur vie personnelle et familiale. 52% expliquent devoir faire face à un fort investissement en temps avec leur mandat, mais surtout 36% citent les exigences des habitants de leur commune et le comportement individualiste et consumériste de leurs administrés. Une relation de contribuable s'adressant à un simple fournisseur de services, dénoncé par les maires qui ont accepté de répondre au questionnaire. Autre enseignement, 75% des maires jugent négative la dernière réforme territoriale et en particulier la place prise par les intercommunalités. Une étude où apparaît un sentiment de résignation et d'incertitude, un coup de semonce à 3 jours du début du Congrès des maires de France. Voilà, dans un instant, la deuxième interview politique de cette émission, le face-à-face avec Saveria Rojek, dans un instant. Bonjour Véronique Guillotin, vous êtes sénatrice RDSE de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Véronique Guillotin, vous êtes donc bien sûr sénatrice, mais également médecin généraliste. Et on va parler avec vous justement du budget de la santé, du budget de la sécurité sociale qui est examiné en ce moment depuis plusieurs jours, depuis le début de la semaine au Sénat. Une des premières préoccupations des Français en matière de santé, c'est l'accès aux soins de la population. Comment on améliore cet accès aux soins ? Alors oui, c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est que c'est vraiment aujourd'hui presque devant l'emploi une des premières préoccupations des Français, mais plus que des Français, c'est une des premières préoccupations aujourd'hui des élus. Et on le voit bien dans toutes les collectivités également, le sujet de la santé et de l'accès aux soins notamment s'impose. Alors comment on l'améliore ?
Alors, je pense qu'il faut quand même expliquer pourquoi on est dans cette situation-là, en préalable et assez rapidement. On a eu quand même 10 ans, 20 ans d'un problème d'aménagement du territoire, parce qu'on ne peut pas le déconnecter, ce problème d'accès aux soins, c'est pas juste un problème médical, c'est aussi un problème d'aménagement du territoire. On a également eu des années de numerus clausus serrés, qui aujourd'hui font qu'il y a un nombre de médecins, ça commence à se desserrer, les choses vont aller un peu mieux dans quelques années, mais en tout cas aujourd'hui c'est compliqué, et on est sur une période où ça va pas s'arranger. C'est-à-dire, dans les 5 ans à venir, on sait qu'on va avoir quasiment 30% des médecins qui vont partir à la retraite. Donc ça, c'est un fait qui est quand même pas très rassurant. On a un vieillissement de la population, on regarde ça, une explosion des maladies chroniques, des jeunes praticiens, et moi je comprends tout à fait leurs problématiques, qui ont plus du tout envie de travailler comme, moi je dis nous, parce que en une toute petite génération, les choses ont complètement changé. Et en fait, on se retrouve avec un problème de manque de temps médical sur les territoires. Le nombre absolu de médecins, c'est pas tant le problème. Véronique Guillotin, comment concrètement on lutte contre les déserts médicaux? Alors, est-ce qu'il faut toucher, par exemple, sur un point précis, la liberté d'installation des médecins? J'allais y venir. Est-ce qu'on touche à la liberté d'installation des médecins? Moi, je dis non. Je dis non, pourquoi? Alors, pas par idéologie, pas par protection corporatiste, c'est pas du tout ça. C'est parce que partout où ça s'est fait, ça fonctionne pas. Je pense qu'il est pas normal de demander aujourd'hui à des jeunes médecins qui ont 30 ans, qui sortent de la fac, à qui on a quand même demandé 5 à 7 ans d'être dans les hôpitaux publics. Ils font tourner nos hôpitaux publics, hein. Faut quand même pas l'oublier, ils sont pas non plus, ils sont dans les CHU. Par contre, la réforme des études médicales va permettre de les remettre peut-être ailleurs que de tout centrer sur les CHU. Donc moi, je ne suis pas favorable à ça. Et hier, d'ailleurs, en hémicycle, ça a été discuté. Il y a effectivement un clivage au sein de l'Assemblée. Ça ne marche pas dans les pays où ça a été proposé. Ça, c'est une chose concrète qu'on peut vérifier. Et même pas les mesures incitatives financières ne fonctionnent. Aujourd'hui, ce qui fonctionne... Qu'est-ce qui marche? Aujourd'hui, est-ce que les maisons médicales, ça marche? Toutes seules. Pas vraiment, c'est pas la maison qui marche. Aujourd'hui, c'est le projet médical sur un territoire. Je dirais même le projet de professionnels de santé. Qu'est-ce que c'est le projet médical? Le projet, c'est prendre un territoire, c'est mettre les médecins, les infirmières, les élus d'ailleurs, les kinés, les orthos, l'hôpital de proximité, c'est mettre tout ce monde-là autour de la table, entre guillemets, et puis trouver des solutions pour travailler ensemble. Un jeune va chercher aujourd'hui effectivement un endroit où les gens travaillent en équipe, en coordination, et où on sent qu'il y a un projet et une dynamique médicale qui se passe sur un territoire. Exemple concret, la Meuse. La Meuse est un territoire très rural, donc je suis dans le Grand Est, moi je suis en Meurthe-et-Moselle, mais je prends l'exemple du territoire le plus rural qui est juste à côté du mien. C'est un territoire qui est très sous-doté, qui avait de grandes difficultés, mais qui a 10 ans. Ils ont anticipé. Il y a 10 ans, ils ont travaillé sur un maillage des maisons de santé pluriprofessionnelles, les premières maisons de santé. Aujourd'hui, c'est un territoire qui accueille, dans la région Grand Est, le plus grand nombre de jeunes médecins. Ils sont toujours sous-dotés, mais toutefois, c'est là où on voit que l'appel des jeunes médecins arrive en Meuse. Comment le département a-t-il fait alors pour attirer ces jeunes médecins? Ils ont travaillé, on a eu des pionniers. Il y a eu des médecins et des professionnels de santé qui ont pris leur bâton de pèlerin, qui ont cru à cette vision en fait que la ministre propose, qui ont cru à ça et qui ont commencé à mailler leur territoire. Et les choses aujourd'hui semblent aller mieux. Véronique Guillotin, j'aimerais vous entendre sur une autre des mesures phares de ce budget de la sécurité sociale, c'est le reste à charge zéro. Le gouvernement en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est une grande avancée sociale, comme le dit le gouvernement aujourd'hui? Je pense que c'est une grande avancée. L'opposition dit que c'est un mensonge grossier, que ça ne sera pas financé, que ça va être répercuté. Alors, la vérité, elle est un peu toujours au milieu quand même. Donc dire que c'est un mensonge grossier, je dirais pas ça. Dire que c'est une avancée, oui, c'est une avancée pour toutes les personnes qui vont en bénéficier. Enfin, on sait aussi aujourd'hui que le reste à charge pour les prothèses, pour le dentaire, pour l'audio, crée un vrai problème de renoncement aux soins pour une partie de la population les plus fragiles. Donc effectivement, ce reste à charge zéro est une bonne chose. Toutefois, on ne peut pas nier qu'il va falloir le payer, ce reste à charge zéro. Donc dire que ça ne va pas être répercuté, si, bien évidemment que ça va quand même être répercuté, et la ministre s'y est engagée à être très vigilant, effectivement, avec une responsabilité sur les mutuelles et de se dire qu'il va falloir... mais il va y avoir un panier de soins qui va être un panier de soins à minima, peut-être, et espérons que non, peut-être de qualité moindre. Donc il y aura quand même, je pense, une espèce de prothèse à deux vitesses, quoi, ça, voilà. Un mot sur un sujet dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois, la pénurie de médicaments, la pénurie de vaccins. Est-ce qu'il faut relocaliser la production en Europe? Comment on lutte contre cette pénurie? C'est un vrai problème. C'est un problème que j'ai découvert au décours d'une mission
que je connaissais dans mon exercice professionnel, où on voyait, pas que les vaccins, hein, on peut globaliser les vaccins et les médicaments. Jamais je pensais que c'était aussi que le phénomène était aussi important, et j'ai été surprise et inquiète en fait par le fait de comprendre qu'il y avait effectivement, on avait une perte d'indépendance de notre pays sur la production et les chaînes de production qui se retrouvent effectivement hors Union européenne. Donc il est impératif. C'est pour ça que la question c'est est-ce qu'il faut relocaliser la production Il faut relocaliser. de médicaments ? Je ne sais pas comment. On a proposé un amendement qui semble un peu peut-être trop resserré, pas assez ambitieux. Donc je pense qu'il faut que le gouvernement se saisisse de ça aujourd'hui. Et du coup il faut que le gouvernement force les laboratoires à acheter en France, à produire en France les médicaments ? Forcer, je ne sais pas si on peut forcer. Il faut trouver des solutions. Je pense qu'il y a un développement économique, ou en tout cas une relocalisation à travailler. Bon, il faut vraiment s'y atteler. Il n'y aura pas qu'une seule mesure qui va permettre de le faire. Et pour l'instant, il ne le fait pas, le gouvernement ? Pour le moment, ils ont probablement pris la mesure. Madame la ministre, hier, au cours de cet amendement, a bien dit qu'elle en était consciente. Et voilà, donc pour le moment, non, c'est pas fait, puisqu'on n'a plus, on est complètement aujourd'hui dépendant. Un dernier mot très rapidement sur les hôpitaux. Je sais que vous travaillez particulièrement sur cette question des hôpitaux et le forfait de réorientation des urgences qui est prévu dans ce budget de la sécurité sociale. Qu'est-ce que c'est ce nouveau forfait ? En fait, c'est les urgences. C'est payer, c'est donner un acte à un hôpital lorsqu'il ne prend pas en charge le patient et qu'il le réoriente. Alors la philosophie, elle est assez claire, c'est de dire on va éduquer les patients qui viennent à l'hôpital en urgence, alors que c'est pas de l'urgence, de les renvoyer sur un service de ville. C'est à mon sens, sans caricaturer, je pense que l'idée était d'améliorer les choses. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Je n'étais pas favorable à cet amendement. Très bien. Merci beaucoup. Guillotin, sénateur RDSE de la Meurthe et Moselle, spécialiste de santé, disait Saveria il y a un instant. On est toujours la meilleure médecine du monde ou pas ? On est une très bonne médecine au monde. Merci beaucoup. On passe à l'agenda dans un instant. Merci beaucoup, merci. Alors, il s'en passe des choses au Sénat, Saveria. Lundi, il faudra suivre à partir de 16h le projet de loi de finances rectificative pour 2018, un texte examiné en séance à partir donc de 16h. Mardi à 14h30, puis à 15h30, les explications de vote et ensuite le vote solennel sur le projet de loi de finances de sécurité sociale pour 2019. Et puis à 16h, toujours en séance, les explications de vote sur un texte important, une proposition de loi pour lutter contre l'exposition des enfants aux écrans, mardi donc à 16h. Voilà, dans un instant, on va passer à l'œil 2. À tout de suite. Et son entrée magistrale sur ce plateau. Bonjour Quentin Calmet, Bonjour, vous êtes journaliste à Public Sénat et c'est votre œil, vos yeux aujourd'hui, on va dire. C'est ça. Bonjour Quentin. Comme chaque jour, on va revenir avec vous sur les faits marquants de la semaine au travers des tweets des sénateurs. Et on commence bien sûr avec la grande mobilisation des Gilets jaunes qui est prévue demain. Oui, avec un constat, Saveria, c'est qu'il est difficile pour les sénateurs de se saisir véritablement de ce mouvement, car si beaucoup d'élus s'opposent à la politique du gouvernement, notamment en matière énergétique, à cette hausse de la taxe carbone, eh bien pourtant aucun sénateur n'ira véritablement manifester avec les Gilets jaunes, ce qui donne cette ligne de crête un peu difficile pour les sénateurs. Regardez à l'image de David Assouline qui a tweeté ce message où il explique qu'il faut s'opposer fortement au gouvernement en défendant la justice fiscale et sociale nécessaire à la transition énergétique. Mais selon le sénateur, le fond de sauce idéologique, c'est le populisme qui ne profitera qu'à l'extrême droite. Et on a pu voir aussi des sénateurs, notamment à gauche et à la gauche de la gauche, reproduire les formes de mobilisation des Gilets jaunes, comme par exemple ce tractage qui a lieu sur les bords de la route, comme le sénateur communiste du Val-de-Marne, que vous allez pouvoir voir, Pascal Salvoldelli, qui a tweeté cette photo, ces photos où on le voit avec notamment le président du conseil départemental du Val-de-Marne. Il tracte comme ça sur le bord de la route, mais il tracte avec des propositions qui sont bien celles des communistes, taxation du kérosène, des grosses voitures polluantes, etc., etc. Une façon de répondre aux Gilets jaunes, mais par des contre-propositions. Et à droite aussi, on a profité de cette fronde des Gilets jaunes pour diffuser des contre-propositions. Oui, à droite, on a pu voir par exemple le message de la sénatrice du Parti radical valoisien, Nathalie Delattre, qui elle a répondu aux annonces d'Édouard Philippe mercredi matin sur RTL. Elle a écrit « Mauvaise surprise ». Édouard Philippe propose une interdiction du chauffage au fioul domestique au lieu de proposer une transition énergétique avec le biofuel B100, un carburant végétal qui permet
permettrait à une filière de créer des emplois bioagricoles en nombre. Et l'élu de Gironde de citer, bien entendu, les innovations d'un groupe à Bordeaux, le groupe Avril, qui est dans sa circonscription. Et puis de son côté, on a pu voir Alain Houpert qui a demandé l'exemplarité des ministres qui étaient venus en nombre aux questions d'actualité mardi au Sénat, mais chacun avec leur propre voiture. Il a donc mis des petites photos comme cela sur son compte Twitter en disant le gouvernement devrait écouter Barbara Pompili, donc c'est un élu LR qui cite une députée LREM, et donc il continue en disant il faudrait donner l'exemple avec le covoiturage, faites ce que je dis, pas ce que je fais. L'autre moment fort cette semaine, c'est bien sûr l'interview d'Emmanuel Macron en direct du porte-avions Charles de Gaulle. C'est un cadre, un lieu qui a beaucoup fait réagir, ce porte-avions. Oui, tout à fait. Les sénateurs ont préféré commenter la forme que véritablement le fond, sur Twitter en tout cas. On a pu voir la sénatrice écologiste Esther Benbassa qui s'est un peu étouffée devant cette mise en scène, ce décor, un porte-avions le Charles de Gaulle, la propulsion nucléaire, rien que ça, nous rappeler tous les dangers qui nous menacent et puis nous dire je vous protège. Emmanuel Macron, elle a continué, ça n'était plus Jupiter mais Neptune et Mars réunis. Réaction opposée sur l'autre côté de l'échiquier politique chez les LR, à qui ce symbole a beaucoup plu. Le président de la commission de la Défense au Sénat, Christian Cambon, qui lui était même sur le porte-avions au lendemain de l'interview avec Emmanuel Macron. Il a posté ses photos en disant avec Emmanuel Macron à bord du porte-avions Charles de Gaulle au large de Toulon. Après 18 mois de travaux, ce fleuron de notre marine reprend son service pour assurer notre sécurité en mer. Et donc à la clé, quelques images du porte-avions. Vous y avez été d'ailleurs sur ce porte-avions. J'ai eu cette chance. Ainsi que Quentin Cardin. Tous les deux, vous le connaissez. Absolument. Et comme chaque semaine, Quentin, on va terminer sur un tweet un peu plus léger. Oui, tout à fait. Et c'est un message qui va vous faire plaisir à vous, Cyril, car c'est un message. Voilà, c'est un message du sénateur socialiste des Hauts-de-Seine, Xavier Iacovelli, qui a salué Hamza N'Goto. Alors, peu de gens le connaissent et pourtant, voilà, c'est une star de la boxe thaï. Ouais. Exactement. Il est très peu connu en France. Il vient pourtant de remporter en août un titre mondial dans sa discipline. Formidable champion. Exactement. Et le sénateur du PS, le sénateur PS des Hauts-de-Seine a ainsi félicité ce champion du monde de Muay Thai. Et il l'a vu cette semaine lors d'un événement à Paris. Et d'ajouter qu'il s'agit là d'une fierté pour Suresnes et les Suresnois venus en nombre l'encourager. Le boxeur est en effet issu de la Cité Jardin, un quartier populaire de Suresnes. Vous revenez quand vous voulez nous parler de Muay Thai. Muay Thai. Merci beaucoup. Merci. Pas de tweet de Donald Trump dans les 3 dernières minutes? J'ai pas vérifié, j'ai pas mon téléphone. Interdit en plateau. Merci Quentin. Merci beaucoup. Calmez, merci. On passe à la revue de presse avec Saveria dans un instant. Et à la une du Parisien, peut-être la fin des antibiotiques. On en consomme beaucoup trop. Se soigner sans antibiotiques, c'est possible, peut-être grâce à une nouvelle technique, la phagothérapie, la médecine des phages. Ce sont des virus naturels que l'on trouve partout, dans les sols, dans les eaux des lacs, des égouts, des virus capables de manger les bactéries les plus coriaces. L'antibiorésistance, elle fait 5500 décès chaque année en France. Les scientifiques misent maintenant sur cette médecine des phages. Dans les années 80, elle a guéri des milliers de patients. Cette technique que l'on redécouvre dans l'Hexagone est en fait très répandue en Géorgie, qui a longtemps été privée des antibiotiques de l'Occident et qui a conservé donc ce savoir-faire. Et puis, bien sûr, les gilets jaunes à la une de toute la presse quotidienne régionale, particulièrement celle de l'Union, retenue ce matin, l'Union de Reims. Une seule couleur, le jaune, mais plusieurs colères contre la politique du gouvernement, contre la hausse des taxes sur le carburant, contre la diminution du pouvoir d'achat, contre les impôts et surtout contre Emmanuel Macron, le chef de l'État, cristallise la colère des mécontents contre lui. Mais qui sont ces gilets jaunes? À quoi faut-il s'attendre demain? Reportage, analyse à lire dans l'Union aujourd'hui. Et puis la grande mobilisation, demain à la une de la Nouvelle République du Centre-Ouest, un des 2 grands journaux de la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle République, qui on le voit, a hésité entre 2 titres de une ce matin. La colère des gilets jaunes, les blocages annoncés ont déjà des conséquences. Et puis autre grand titre, le Brexit, avec une Theresa May en grande difficulté après les démissions en cascade hier dans son gouvernement. Mais comme la reine Elisabeth, Theresa May n'abdique pas. Après avoir perdu 7 membres de son cabinet en une seule journée, elle s'apprête à affronter une motion de défiance visant à la renverser. Le leadership, c'est prendre les décisions justes, pas des décisions faciles, a-t-elle assuré lors d'une conférence de presse hier à Downing Street. Le drame de la rue d'Aubagne, évidemment, la situation à Marseille, encore et toujours à la une de la Marseillaise ce matin.
Après le drame de la rue d'Aubagne, les premiers fusibles sautent. 2 élus ont dû partir. Tout d'abord, Xavier Cachard, qui est le vice-président aux finances de la région. Il était justement propriétaire d'un appartement dans un des immeubles de la rue d'Aubagne, un des immeubles effondrés. Renaud Muselier l'a suspendu de ses fonctions. Et puis, autre décision de Renaud Muselier, il a également suspendu Arlette Fructus, l'élu en charge du logement à la ville de Marseille, à la métropole, ainsi qu'à la région. Et puis, des légumes à la une de la presse de la Manche, les producteurs de légumes. Nos légumiers face à plusieurs défis. C'est le 62e congrès des légumes de France. Il se déroule depuis hier au Mont-Saint-Michel, l'occasion pour les producteurs de changer l'image de leur métier, de montrer, d'expliquer pourquoi ils ne peuvent pas se passer des pesticides du jour au lendemain. Néanmoins, ils investissent fortement dans la recherche et le développement. Merci Saveria, on n'a pas le temps de regarder la République des Pyrénées, mais ça concerne les ours, donc vous pouvez regarder leur site internet. Merci Saveria, on vous retrouve évidemment lundi. Demain matin à 7h30, je vous retrouve pour les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France ce week-end. Vous allez voir, c'est intéressant, à commencer par aujourd'hui. Et puis le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans l'actualité également des autres émissions et des matinales d'infos ce matin. Merci à tous, bon week-end. Merci à tous. À demain matin pour moi et à lundi. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Il était important qu'hier, il fasse cette sortie, c'était pas amende honorable, mais qu'il explique que sur la méthode, et c'est d'ailleurs quelque chose que je prends aussi pour moi en tant que parlementaire, on n'a pas réussi pour l'instant à réconcilier les Français avec les gouvernements, le gouvernement. Il nous reste encore plusieurs années d'ici la fin du quinquennat et nous allons continuer à écouter, davantage écouter les gens pour pouvoir justement réparer ce lien et cette confiance. En 2020, vous avez la moitié des maires qui n'ont pas l'intention de se représenter. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent que ça devient très difficile, y compris dans le rapport à la population. Parce que le lien de confiance, que ce soit avec le président de la République, avec le gouvernement, avec vos parlementaires ou avec les élus locaux, alors que les maires étaient ceux en qui nos compatriotes avaient le plus confiance, c'est que ça s'est dégradé. Le maire de Morbecque, dans le Nord, il s'appelle Jérôme Darc, et voici ce qu'il a fait, un grand gilet jaune sur la façade de la mairie, en signe de solidarité, juste à côté du drapeau français. Ça fait des années que j'alerte les gouvernements, l'opinion, sur ce racket inadmissible qui touche ceux qui travaillent, ceux qui ont besoin de leur voiture. Vraiment, par moment, j'ai l'impression que le gouvernement ne vit pas en France. J'entends surtout qu'il y a aussi une population silencieuse qui ne portera pas un gilet jaune. Et ça n'est pas une immense majorité dans le pays qui portera un gilet jaune samedi. D'où mes questions sur l'ampleur de la mobilisation. Oui, mais à nouveau, moi je ne lis pas le Mar de Café, donc nous verrons bien samedi. Je souhaite le plus grand succès possible le 17 novembre et la plus grande auto-organisation possible. La grogne sociale, ça a toujours existé. Ce qu'il faut, c'est qu'il puisse y avoir un débouché. C'est qu'il puisse y avoir une traduction. Qu'il y ait des mécontentements, qu'il y ait des colères, qu'il y ait des manifestations. Ça fait partie de la liberté, ça fait partie de l'expression qu'un peuple peut avoir. En France, on a le droit de manifester, mais effectivement, on n'a pas le droit de bloquer le pays. Et puis par ailleurs, il faut s'assurer que, je vous dis, que ça se fait dans la sécurité pour tout le monde, qu'on ne met pas en danger des gens. Et donc c'est bien à ça qu'on va être vigilant. Pas de France bloquée. Voilà. Le job des politiques, c'est pas de jouer la prochaine élection, mais la prochaine génération. Ça, j'en suis sûr. Chris Page qui fait quelques signes à côté de vous. Ouais, c'est un peu violent, mais t'es rodé professionnel. Je vais vous dire, je crois pas. Je crois que
Ce qui a flingué ce pays. Mais soyez, il y a 5 minutes, maintenant on se voit. Alors je vais te dire. C'est quoi ce bordel? Je veux pas faire gentil. Il a surtout choisi sa France, Emmanuel Macron. Il a choisi sa France. Il a choisi de s'adresser toujours au même, à la France urbaine, à la France des start-up, à la France qui parle quasiment avec sa langue, sa novlangue, l'itinérance mémorielle, pour faire passer les Français pour des cons.